Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Alors, c'était il y a exactement 2 ans, Oui. quasiment jour pour jour, les Anglais votaient à la surprise générale pour le Brexit à 52%. Patrick Martin-Genier, est-ce que rétrospectivement, on sait quel a été le moteur de ce Brexit? Est-ce que c'est un rejet de la mondialisation avec tout ce que cela suppose, d'inégalité, d'immigration, etc.? Voilà, c'était surtout une campagne basée sur des mensonges, à la fois financiers et politiques. Le grand mensonge, c'était l'immigration va manger les emplois des Britanniques. Aujourd'hui, 2 ans après, on voit qu'il manque toute une série d'infirmiers, d'infirmières ou d'agents dans les écoles, dans les hôpitaux. Donc ça, c'était une catastrophe. Et surtout, le fait de dire qu'on ne voulait plus d'intégration européenne. Vous vous rappelez les bus qui circulaient en Grande-Bretagne en disant nous allons récupérer environ 320 millions de livres par semaine sur le budget Oui, européen. l'argent qu'on donne à l'Europe, on va le mettre dans notre système de santé. C'est exactement ce que vient Voilà. de redire Theresa May. Il n'y a même pas 10 jours en disant nous allons remettre 600 millions de livres par semaine dans le service national de santé, alors que c'est un mensonge pur et simple. Sauf que techniquement, ce Brexit, il a l'air d'être à l'arrêt. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour la Grande-Bretagne? Ça devait être fait pour de mars 2019, c'est Oui. repoussé. Voilà. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas, techniquement, à sortir de l'Union européenne. Pourquoi? D'abord, les négociations techniques sont en train de se dérouler. Il y a eu un papier sorti de la Commission le 19 juin qui essaye de faire le point sur différents aspects techniques de la sortie de l'Union européenne. Mais la Grande-Bretagne doit d'abord se battre, Theresa May doit d'abord se battre contre son Parlement et contre son gouvernement. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, c'est-à-dire entre les partisans d'un Brexit dur, ceux qui veulent rester dans l'Union européenne. Ouais. Et ça, c'est extrêmement conflictuel parce qu'elle remet tous les jours, en quelque sorte, son autorité politique en jeu. Par exemple, la Chambre des Lords, qui est la chambre, donc une des chambres du Parlement britannique, a voté des amendements pour exiger du gouvernement que le Parlement ait son mot à dire sur la sortie du Brexit. Et elle vient de renverser de la balance, si j'ose dire, en demandant à la Chambre des communes de revenir sur ces amendements. Et seulement par une quinzaine de voix, effectivement, elle a obtenu le fait qu'il n'y aura pas de vote obligatoire du Parlement sur la sortie. Mais il y a de des l'Union problèmes européenne. qu'on n'imaginait pas, comme l'Irlande, par Oui. exemple. Quel est le problème en Irlande? On a l'impression que ce Brexit bute sur la question irlandaise. Alors c'est quoi? Bien, c'est la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, est depuis hier Parce que le Dublin. Nord va sortir de l'Union européenne, Oui. alors que le Sud est dans l'Union européenne. Donc il va falloir faire une frontière entre les deux C'est Irlandes. exactement la difficulté aujourd'hui. L'Union européenne ne veut plus de frontières physiques et la République d'Irlande non plus. Et une grande partie des Irlandais du Nord, notamment les catholiques, ne veulent pas cette frontière parce qu'il y a des familles qui sont séparées. Il y a 20 ans, ça a fait des milliers de morts, ce conflit quand même entre les protestants et les catholiques. Et les familles sont réparties comme à Berlin, pendant la guerre froide, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Les familles sont séparées entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et si vous rétablissez une frontière physique, c'est de nature à remettre en cause la paix qui a été chèrement acquise, notamment par les accords du Vendredi Saint de 1998, il y a exactement 20 ans. On voit que ce Brexit traîne en longueur, qu'il y a un nombre de problèmes insoupçonnés, qu'économiquement ça va moins bien. Si c'était à refaire, d'ailleurs, on pourrait envisager un nouveau référendum ou pas? Est-ce qu'ils pourraient revoter, les Anglais, sur cette question? Vous savez, les Britanniques sont un peu ambigus. On dit non, au grand jamais, il n'y aura de nouveau référendum. Et finalement, quand vous voyez un peu les débats, on est en train de vous dire qu'il pourrait y avoir une consultation pour les modalités de sortie du pays de l'Union européenne qui pourrait être couplée avec d'éventuelles élections législatives anticipées. Donc ça pourrait Pour dire on sort sans sortir, finalement? Soit, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec l'accord de sortie négocié avec l'Union européenne ou est-ce que vous refusez toute sortie? Donc ça pourrait être un quasi nouveau référendum sans le dire. Sauf qu'ils ne regrettent rien. Je crois que si les sondages disent... Que disent les sondages s'ils devaient revoter demain? C'est très ambigu en effet. A priori, les électeurs ne regrettent pas d'être sortis de l'Union européenne. D'abord, les Anglais n'ont jamais été partisans de l'Union européenne. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils ont peur. Ils ont dans la tête la nostalgie d'une Grande-Bretagne, puissance mondiale. Récemment encore se tenait le sommet du Commonwealth qui, effectivement, ça fait référence à l'Empire britannique. Vous comprenez? Et c'est quoi le mot d'ordre de Theresa May? On va faire le Global Britain. Et quand vous regardez depuis 2 ans où voyagent les ministres de Theresa May et Theresa May, ils voyagent qui en Chine, qui au Japon, qui en Amérique du Sud, Boris Johnson le premier, pour dire nous allons conclure des accords commerciaux parce que la Grande-Bretagne... Ils ont la nostalgie de cet empire de la Grande-Bretagne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Alice au pays des merveilles. Voilà, en quelque sorte. Et c'est ce qu'a dit un député britannique. Mais en réalité, l'essentiel du commerce se fait avec l'Union européenne. Et donc, je crois que ce n'est pas très raisonnable de croire effectivement que la Grande-Bretagne pourra s'en sortir sans l'Europe. On l'a dit, donc économiquement, la Grande-Bretagne est affaiblie puisqu'il y a beaucoup moins d'investissements avec le Brexit.
politiquement, sur la scène internationale, parce qu'ils n'ont pas eu... Est-ce que la relation traditionnelle avec les États-Unis, ils n'ont pas de chance parce qu'ils ont un Trump qui est très isolationniste en ce moment? Tout à fait. Vous savez, lui, le Royaume-Uni a traditionnellement joué la relation spéciale. On avait des relations spéciales avec les États-Unis. En d'autres termes, on était le meilleur partenaire politique, stratégique des États-Unis d'Amérique. Mais Donald Trump a modifié fondamentalement la donne. Et par conséquent, Donald Trump, je veux dire, n'a strictement rien à faire de l'Europe et pas plus, finalement, du Royaume-Uni que des Anglais. Hein. Donc, aller faire un discours... Ils sont tout seuls. Donc finalement, il se retrouve tout seul, très affaibli sur le plan politique, et la Grande-Bretagne, effectivement, n'a plus le poids politique qu'elle pouvait avoir avant. Mais même avec la France, les relations se sont franchement rafraîchies. Il était question à un moment avec les Anglais là, qu'on fasse une armée plus ou moins commune, tout ça, ou le spatial, tous les... Même Airbus envisage de quitter la Grande-Bretagne. Absolument, parce que l'aspect économique est nettement plus fort. Airbus emploie 15 000 personnes là-bas au Royaume-Uni, et donc par conséquent, s'il n'y a pas d'accord, ils reviendront sur le continent. Les banques, c'est la même chose. Les relations du Royaume-Uni avec la France restent quand même cordiales, parce que de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que sur le plan stratégique, on ne pourra pas se passer du Royaume-Uni. C'est une puissance nucléaire, elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc elle va continuer à pouvoir jouer un rôle dans la défense européenne si elle doit intervenir. D'ailleurs, Donald Trump met la pression pour que les pays de l'Union européenne contribuent nettement plus à leur propre défense en termes de budget. Ce Brexit, vous diriez qu'il a affaibli l'Europe, c'est le premier lézard dans le mur, ou au contraire, il a contribué finalement à recentrer l'Europe sur le couple franco-allemand, et on sait que ça marche mieux à deux. La relation à trois, c'est toujours un peu bizarre, non? Oui, enfin, le Royaume-Uni n'a jamais été l'équivalent de l'Allemagne. Le couple franco-allemand est fondamental, même si en ce moment il bat un peu de l'aile, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas toujours facile pour Angela Merkel d'imposer un certain nombre de choses à ses partenaires de la coalition. Mais il y a les deux aspects. Globalement, ça affaiblit l'Europe tout de même, parce que le fait de voir partir un pays avec qui on fait du commerce, avec qui on a des relations très importantes, énormément, plus de 300 000 Français sont installés là-bas. Donc ça affaiblit globalement l'Europe, parce que qu'est-ce que c'est l'Europe? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Europe? C'est une puissance politique. Hein, on n'est pas des puissances indépendamment, l'Italie, la France, l'Allemagne. Il faut faire une puissance politique. Et le fait qu'un de ses membres quitte, ça va affaiblir l'Europe. Mais en même temps, vous avez tout à fait raison, ça va nous obliger à réfléchir sur ce que nous voulons faire avant et voir comment le couple franco-allemand peut relancer la construction européenne. Sauf que, Patrick Martin-Genier, je me souviens, il y a 2 ans, au moment du Brexit, on a dit « Oh là là, si la Grande-Bretagne sort, ça va être l'effet domino, d'autres pays vont faire des référendums et vont sortir à leur tour. » On disait la Suède, le Danemark, ils ne sont pas sortis. Non, personne n'a suivi l'exemple britannique. Pas pour l'instant, parce que d'une part, on s'aperçoit que c'est en quelque sorte, il y a un coût politique, économique, financier de sortir. Hein. On n'a pas parlé des modalités, mais le Royaume-Uni va devoir payer entre 40 et 50 milliards d'euros pour partir. Il y a une facture qu'il faut acquitter. Pourquoi cette facture? C'est parce qu'elle avait pris des engagements qu'il faut honorer? Des engagements financiers qu'il faut honorer. Un peu comme dans un divorce, il faut continuer à rembourser l'ABM. Il y a un aspect patrimonial, il faut régler le divorce, en effet, et donc ça coûte très cher. Et surtout, on s'aperçoit que lorsqu'on quitte l'Union européenne, on ne bénéficie plus des avantages d'une politique commune. Les jeunes qui font Erasmus, les universités britanniques, dont certaines s'inquiètent pour leur avenir, parce qu'ils n'auront plus d'argent pour les crédits de recherche dans leur laboratoire, tout ça a un coût très important, et c'est pour ça que finalement, même les nationalistes et les populistes réfléchissent avant de dire qu'on sort de l'Union européenne. Bon, rassurez-nous, oui, non, il ne faudra pas un jour avoir un visa pour aller à Londres. Pour l'instant, non, mais Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, n'a pas exclu un échec total des négociations. Oh là là. Eh ben, merci beaucoup en tous les cas, Patrick Martin-Genier, donc spécialiste des questions européennes et enseignant à Sciences Po. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. J-9 avant la limitation à 80 km/h qui doit entrer en application dès le 1er juillet prochain. Le gouvernement ne pourrait-il pas finir par reculer face à l'impopularité de la mesure? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Cette France qui dit non aux 80 km/h ».